Ce livre est très personnel, c'est votre histoire que vous racontez, c'est aussi l'histoire de dizaines d'enfants survivants. Oui, c'est l'histoire des convois qui ont été organisés par l'ONG suisse Terre des Hommes pendant le génocide contre les Tutsis et qui ont permis d'exfiltrer, de sortir plusieurs centaines d'enfants, dont moi. Et en partant à la recherche d'images, parce qu'on nous avait dit nous avoir vus à la télévision au moment où nous avons traversé la frontière entre le Rwanda et le Burundi le 18 juin, j'ai commencé à découvrir l'histoire de ces convois, l'organisation qui avait été assez incroyable par une poignée de personnes très courageuses. Et puis j'ai retrouvé aussi d'autres enfants qui étaient avec nous. Alors on va y aller un petit peu plus lentement, on va décliner tout ça. Vous êtes avec votre mère au moment où ça se passe. Dans votre malheur, il faut rappeler que ce convoi salvateur, vous auriez pu ne jamais en faire partie. L'accord que l'association Terre des Hommes avait réussi à obtenir avec le gouvernement intérimaire, le gouvernement génocidaire, les autorisait à faire sortir des enfants, en précisant que ce n'était, quelle que soit leur race, alors je mets les guillemets évidemment, leur religion, et qu'ils puissent sortir pour aller au Zaïre. Dans cet accord-là, il y avait l'idée de faire sortir des jeunes enfants. Et le convoi dans lequel j'ai pu rentrer avec ma mère, donc moi 15 ans, ma mère adulte, était normalement destiné aux enfants de moins de 12 ans. Donc nous ne figurions pas sur les listes qui avaient établies et qui ont été très strictement vérifiées à la frontière. Et c'était... Voilà, on était presque des clandestins dans ce convoi, même si le responsable était au courant. C'était le choix de quelqu'un, alors en tout cas, qui avait permis ce genre de choses. Vous d'ailleurs, vous posez la question, page 132, est-ce si facile d'être injuste en deux mots, et quel regard portez-vous sur ces personnes qui vous ont finalement aidé ou voire caché quelquefois? Alors j'ai beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes qui se sont mobilisées pour nous aider. Alors évidemment, il y a ces humanitaires. Finalement, ce n'étaient que deux personnes, Alexis Briquet et Diana Cavadini. Alexis a été aidé au début pour le premier convoi par le consul d'Italie au Rwanda qui s'appelait Pier Antonino Costa. Et puis quelques personnes comme ça qui, parfois en étant aussi du côté des autorités génocidaires, et je n'ai toujours pas résolu le mystère de pourquoi ces gens-là ont aidé le convoi. Est-ce que c'était parce qu'ils espéraient pouvoir s'en prévaloir plus tard en disant j'ai quand même aidé, ça pourrait même être un calcul, ça serait je ne possible. sais pas. Ça pourrait être le cas parce que néanmoins, j'ai de la gratitude pour celles qui l'ont fait de façon tout à fait désintéressée, qui ont sauvé des gens sans aucune attente de récompense. Et quelque part, quand on me demande qu'est-ce que je pense de ces gens-là, est-ce que ce sont des héros, je mets en avant que ce sont des personnes qui ont eu le courage de défendre l'humanité jusqu'au bout. Et j'aime bien utiliser l'expression de banalité du bien, puisqu'il s'agit aussi de transmettre aux nouvelles générations l'idée qu'à tout moment, on peut résister à l'oppression, on peut résister à un génocide et essayer de sauver des vies. Et votre survie, le fait que vous soyez survivante, vous le savez, vous le devez d'abord à votre débrouillardise, à votre vivacité. À seulement 15 ans, à l'époque, face par exemple à des tueurs, vous allez vous en sortir en parlant français. Expliquez-nous. Au bout de plusieurs semaines de cache et de traque, un groupe de tueurs finit par nous trouver avec ma mère. Leur première exclamation en me découvrant, c'est qu'ils me voient comme une blanche et sans avoir parce que vous êtes métisse, parce que je suis métisse, et donc pour les gens au Rwanda, je suis considérée comme une blanche. Et j'invente une histoire, j'invente un mensonge, je leur dis mon père est français, ce qui n'était pas le cas, et je dois repartir en France, et donc vous ne pouvez pas me tuer puisque je sais aussi... Du haut de mes 15 ans, je m'intéresse à l'actualité, que pour eux, la France est un pays ami, est un pays qui les soutient. Et c'est à la fois en parlant français sans accent, en prétendant ne pas parler le Kinyarwanda, qui pourtant est ma langue maternelle, et en profitant de cette couleur de peau que je parviens à nous sauver. Il y a une présence d'esprit quand même à 15 ans pour pouvoir, effectivement... Donc c'est l'aspect de la survie, cette envie de survivre qui
Oui, certainement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de stratégies chez tous les survivantes et les survivants pour réussir à s'en sortir. Et puis de la chance, quelque part, parce que ce mensonge, ils auraient pu ne pas l'accepter. Et ce jour-là, ils l'ont cru. Cette photo qui accompagne votre livre, elle est importante aussi pour vous, pour votre histoire personnelle. Pourquoi ? Cette photo, elle a été prise par le photographe italien qui accompagnait Terre des Hommes, qui était vraiment venu documenter l'opération humanitaire. Il s'appelle Mauro Pamesiani et je l'ai retrouvé au bout de plusieurs mois, vraiment, voire années de quête, finalement, puisque j'ai commencé à rechercher ces images il y a 15 ans. Et c'est la seule image que j'ai aujourd'hui sur laquelle je figure dans l'angle gauche. On me voit avec un t-shirt blanc, une main devant la bouche. Et à côté de moi, c'est ma mère. Et on est en train de traverser. Donc on est vraiment dans ce sorte de no man's land entre la barrière. Derrière nous, c'est le Rwanda. Et on est en train de s'avancer vers le Burundi. C'est donc le moment vraiment particulier où nous devenons des survivantes. Et au-delà des photos, vous avez aussi des vidéos. Vous avez cherché des vidéos parce que vous avez eu ce témoignage, ces archives de la BBC. Vous avez rencontré des journalistes de l'époque. Qu'est-ce que ces rencontres vous ont apporté également ? J'ai contacté la BBC parce qu'on nous avait dit nous avoir vus à la télévision britannique au moment où on traversait la frontière. Donc je voulais voir ces images. J'ai été en contact avec plusieurs journalistes de cette équipe. Il y a Fergal Keane qui est britannique, dont je raconte dans le livre qu'il souffre de syndrome post-traumatique, notamment suite aux 2 semaines qu'ils ont passées à couvrir le génocide au Rwanda. Et également un autre journaliste qui était avec lui, qui lui est sud-africain, Hamilton Wende, qui m'a fourni 4 photos. Et c'est en cheminant aussi avec eux que j'ai pu reconstituer quelque part le puzzle de cette histoire, mais surtout amener ces images qui sont une trace de ce qui s'est passé aux autres enfants qui parfois étaient tout petits et ont gardé très peu de souvenirs. Donc il s'agit pour moi, je ne suis pas historienne, mais en tout cas d'écrire notre histoire et de la rendre accessible aux autres enfants. C'est précisément pour construire cela ensemble. C'est précisément justement la dernière question que je vais vous poser, ça va très vite, mais vous voulez vous réapproprier toute cette narration. Il est important que les premiers concernés se réapproprient cette narration, cette histoire. Oui, c'est indispensable. Les survivantes et les survivants du génocide contre les Tutsis du Rwanda ont témoigné dès 1994, mais finalement, je dirais dans l'imaginaire mondial et dans le récit qui en est fait à l'échelle internationale, on les entend finalement assez peu si l'on compare à tous les autres, et notamment aux journalistes internationaux qui ont fait un travail important, mais il s'agit de remettre notre récit, notre expérience au centre de cette histoire. Le convoi qui raconte les convois humanitaires qui ont sauvé des vies durant le génocide des Tutsis au Rwanda, un livre très personnel paru en France chez Flammarion. Vous faites aussi paraître Culbuter le malheur, édité au Canada chez Mémoire d'Encrier. Merci Beata Omoumyeyi Mérès d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci à vous. Et c'est tout.